Lutte contre la drépanocytose. Le Mali met l'accent sur la prise en charge de la maladie dans le contexte de la crise multidimensionnelle. Cependant, où en sommes-nous en matière de soulagement de la souffrance des milliers de drépanocytaires maliens? La 15e édition de la Journée mondiale consacrée à la maladie nous permet de jeter un regard rétrospectif sur les défis et perspectives. À 72 heures de la fête de Tabaski, notre équipe de reportage dirigée par Jules Sambou Sissoko a sillonné quelques parcs à moutons ce dimanche. Constat, les prix des béliers oscillent entre 75 000 et 300 000 francs CFA. Quant à l'affluence, elle varie d'un site à un autre et les vendeurs cherchent preneurs. On verra tout cela dans le grand format de la rédaction. La chronique Culture et Société nous parle de Soribamba. Qui est-il? Beaucoup le connaissent à travers ses œuvres musicales et d'autres à travers la salle de spectacle qui porte son nom à Mopti et qui va abriter différents numéros de compétition de la Biennale artistique et culturelle. Notre invité de ce 20h week-end est le président du Conseil national du patronat. Avec Moussadek Bali, nous allons parler du mémorandum du secteur privé dans le cadre des réformes pour l'amélioration du climat des affaires au Mali. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Monsieur Bali, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir également à vous. Je vous retrouverai dans quelques poignées de minutes. Mais avant cela, vite, très rapidement, dites-nous comment se porte le CNPM vif et brillant à votre image? On peut le dire, Madame Traoré, le CNPM se porte de mieux en mieux. On peut dire aujourd'hui que la famille s'est retrouvée, oui. La famille est réunie, oui. Et on parle d'une seule et unique voix et nous avançons dans la réalisation de nos objectifs tous ensemble. Et nous allons parler de l'un de ces objectifs tout à l'heure. À tout à l'heure donc. En attendant, nous allons parler de la participation des membres du CNP à la 43e session de l'Assemblée parlementaire paritaire de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à Bruxelles. Avec leurs homologues européens, ils ont entamé ce dimanche à Bruxelles les travaux dans la commission Affaires politiques co-présidée par le premier vice-président du CNP, Assarid Ag Imbarkawan. Les parlementaires ont échangé sur la question de l'intelligence artificielle pour la paix et la sécurité internationale, la situation politique, humanitaire et sécuritaire en RDC, ainsi que le conflit qui ravage le Soudan. Au micro de Diarra Diakité, le premier vice-président du CNT évoque le rôle des parlementaires dans la résolution des conflits sur le continent. On l'écoute. Cette question de conflit en République démocratique du Congo et au Soudan, c'est une question qui doit être prise véritablement en charge par les organismes non seulement régionaux, mais aussi par l'Union africaine. Je demande simplement à l'Union africaine, je demande au président de la Commission de l'Union africaine, je demande au Parlement de l'Union africaine de prendre cette question à bras le corps pour essayer vraiment d'arrêter le conflit au Soudan et le conflit en République démocratique du Congo. Moi, je ne citerai pas les causes du conflit en République démocratique du Congo. Les causes ont été évoquées devant vous en réunion. Au Soudan, on sait ce qui se passe. Ce sont des généraux qui se battent. Mais la communauté internationale ne doit pas laisser continuer ces conflits-là. La communauté internationale doit prendre à bras le corps l'ensemble de ces conflits et pouvoir les régler le plus rapidement possible. Personnellement, en tant que parlementaire, c'est d'en parler avec le ministre des Affaires étrangères de mon pays, qui peut parler au niveau de l'Union africaine. Vous savez que nous sommes suspendus de l'Union africaine. Et j'espère qu'il est grand temps que cette suspension soit levée. Si cette suspension a été levée, nous allons également demander aux parlementaires que nous avons envoyés au niveau de l'Union africaine de se saisir de la question au niveau du Parlement panafricain. Voilà ce que je peux faire. Voilà ce que les parlementaires qui sont là, voilà ce que moi-même et l'ambassadeur nous pouvons faire. À Bamako, ce samedi, lancement de la 15e édition de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cette année, le Mali a mis l'accent sur la prise en charge de la maladie dans le contexte de la crise multidimensionnelle. Koumba Sissé était à la cérémonie de lancement de la journée. Parmi les maladies génétiques affectant l'enfant dès la naissance figure bien la drépanocytose. Cette maladie se manifeste entre autres par des douleurs, le gonflement des membres et l'anémie.
À l'occasion de cette journée mondiale dédiée à la lutte contre la maladie, les acteurs impliqués dans le combat s'activent pour mieux sensibiliser la population sur le sujet. Véritable problème de santé publique à dimension médicale, humaine et sociale, la drépanocytose est une maladie chronique qui ne se guérit pas mais qui peut être bien traitée. Sa prise en charge nécessite un suivi médical adéquat, une bonne hygiène de vie et un bon encadrement social. Le nombre de personnes atteintes de la drépanocytose ne cesse d'augmenter d'année en année. Le CRLD seul, avec les moyens qu'il a aujourd'hui, ne peut pas couvrir la prise en charge effective de la drépanocytose sur tout le territoire du pays. Les conditions sont devenues telles que beaucoup de patients ou parents d'enfants drépanocytaires tentent de gérer les crises à la maison avec les moyens qu'ils ont dans des conditions très difficiles. Orange Mali et la Banque internationale pour le Mali, BIM-SA, ont remis un lot de médicaments pour appuyer les centres dans sa mission. Aujourd'hui, le CRLD prend en charge 60% des frais du traitement et le reste des 40% revient à la charge des malades. Cela a été possible grâce aux engagements de l'État et ses partenaires. À ce jour, plus de 15 000 malades sont inscrits dans un programme de suivi préventif, de prise en charge des complications aiguës et chroniques, d'assistance psychosociale couplée à une grande activité de dépistage avec plus de 3 000 personnes dépistées par an. Le diplôme universitaire de drépanocytose de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, qui bénéficie de l'appui du gouvernement princier de Monaco à travers le CRLD, en cette édition a permis de former 185 médecins du Mali, de la sous-région Afrique subsaharienne, de Madagascar et d'Haïti. Un vibrant hommage a été rendu à Feu Fatoumata Coulibaly, ancienne présidente de l'AMLUD, pour le combat acharné qu'elle a mené toute sa vie contre la drépanocytose aux côtés du centre. La cérémonie a été marquée par la visite des locaux du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Une autre célébration, elle se tient demain, lundi 26 juin, c'est celle de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. La journée sera marquée par l'incinération d'une importante quantité de drogue. Pour le thème de l'édition 2023, appel est lancé aux gens, avant tout, mettons fin à la stigmatisation et à la discrimination, renforçons la prévention. Autrement, le combat ne peut se gagner sans l'implication de tous les acteurs. C'est en substance le message du ministre de la Sécurité et de la protection civile, nous dit Awama Kamara. Les substances, qu'elles soient illicites ou licites, nuisent et ont un effet néfaste sur la vie du consommateur. Ce n'est pas tout, elles oppriment les communautés par les trafics illégaux qui découlent de leur commercialisation. Une journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues a été instaurée. Elle est destinée à sensibiliser la population aux risques encourus lors de la consommation. Cette journée contribue à rassembler nos forces et nos initiatives pour lutter contre l'une des plus grandes menaces de notre société, à savoir la toxicomanie, qui a des conséquences graves sur la santé mentale et physique de l'individu ainsi que sur sa vie sociale. En outre, la toxicomanie est un facteur d'augmentation de la violence, des accidents de la route et des maladies infectieuses au coût économique très élevé. Pour l'édition 2023, le gouvernement malien met l'accent sur la prise en charge psychothérapeutique des consommateurs de drogue et reste déterminé à lutter contre le trafic des stupéfiants, des substances psychotropes et de la chicha. Ce thème qui met l'accent sur la prévention basée sur l'information, l'éducation et la sensibilisation, sans occulter la répression des infractions pénales à la loi sur les stupéfiants, est d'une importance capitale pour nous. La journée du 26 juin sera marquée par la destruction d'une importante quantité de drogue dont la valeur marchande s'élève à plus de 35 milliards de francs CFA, affirme le ministre en charge de la sécurité. Et pour encore davantage prévenir le phénomène, l'Office central des stupéfiants a désormais son magazine d'information, une revue périodique qui va explorer les activités de l'Office et mettre en évidence la collaboration avec la population. Le magazine donne la parole aux autorités, partenaires et à toutes les communautés engagées dans la lutte contre les stupéfiants. Ce numéro fait un zoom sur les activités phares de l'Office central des stupéfiants, les actions des autorités de la transition pour une lutte efficace et efficiente contre le trafic
illicite des stupéfiants. Et ce qui m'amène directement à notre invité de ce 20h, M. Mossadegh Bali. Je suppose que le trafic illicite ou encore la consommation des stupéfiants touche également votre milieu. En la matière, rapidement, que faites-vous pour prévenir ce fléau? Ça vous parle ou pas? Ah oui, tout à fait, parce que c'est un fléau qui a pris beaucoup d'ampleur dans notre pays, qui était avant un pays de passage, maintenant qui est devenu un pays de consommation. Mais cela reflète aussi un malaise social. Les jeunes, quand ils n'ont pas d'activité, notamment quand ils n'ont pas d'emploi, ben, ils s'en donnent aux stupéfiants, ou bien ils vont dans les groupes armés terroristes, ou bien ils essayent d'aller en Europe. Donc c'est vraiment la conséquence d'un problème qui est le manque de perspective, le manque d'emploi pour nos jeunes. Oui. Bon, vous n'êtes pas là pour parler de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, mais c'est un tout, je suis d'accord. Absolument. Alors, le jingle de notre invité, et c'est à nous. Si la technique me suit, bien sûr. Alors, je rappelle que vous êtes notre invité de ce 20h. En quelques mots, pour nos téléspectateurs, M. Mossadegh Bali est le président du Conseil national du patronat, non moins président du groupe hôtelier Azalaï, présent sur le continent, et c'est du made 100% africain. Mais c'est le président du CNPM que nous recevons ce soir pour nous parler du mémorandum du secteur privé dans le cadre des réformes pour l'amélioration du climat des affaires au Mali. Et qu'est-ce qui a motivé la rédaction de ce mémorandum pour l'amélioration justement du climat des affaires, Monsieur le Président? Dites-nous. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'avoir tenu une réunion avec le Premier ministre et une bonne partie du gouvernement. C'était la réunion du comité mixte État-secteur privé. Oui. Et nous avons bien sûr parlé de certaines doléances pour relancer notre économie. Et le Premier ministre nous a demandé de lui adresser un mémorandum. Lorsque nous sommes revenus à notre siège, nous avons organisé des réunions avec les chambres consulaires, avec les ordres professionnels, et nous sommes arrivés à ce consensus, à ce mémorandum qui est un mémorandum consensuel de l'ensemble du secteur privé, CNPM, chambres consulaires, ordres professionnels, et que nous avons adressé au Premier ministre, à ses ministres des secteurs économiques, au PTF, donc les partenaires du gouvernement, et aux autres chambres consulaires. Alors, parle-nous des propositions concrètes, parce que vous venez de dire c'est consensuel. Quelles sont les propositions concrètes formulées dans ce mémorandum donc? Alors, nous avons formulé 44 propositions, 20 propositions d'ordre conjoncturel, donc du court terme, qui pourraient permettre de relancer notre économie. Notre économie a besoin d'être relancée. Ça fait plus d'une dizaine d'années que nous sommes dans plusieurs crises sécuritaire, institutionnelle, sanitaire, internationale avec la guerre en Ukraine, économique, l'embargo, enfin bref, notre pays subit de multiples chocs et cela a quand même des incidences sur notre économie. Donc, sur le plan conjoncturel, donc dans un court terme, disons d'ici un an, nous souhaiterons par exemple que la dette intérieure soit apurée. Le Mali a une dette globale d'environ 6 000 milliards de francs CFA, c'est à peu près 50% du PIB. Nous sommes encore dans les normes communautaires et environ 44% de cette dette est une dette intérieure, donc environ 2700 milliards de francs CFA. Donc je pense que si l'État fait des efforts pour payer cette dette-là, ça va énormément soulager des entreprises parce que vous savez, Madame Traoré, il y a des entreprises aujourd'hui qui ne tournent plus parce que l'État n'arrive pas à payer leurs factures. Allouer une part importante de la commande publique aux PME locales, cela permettrait aussi de relancer justement ces entreprises. Et vous pensez qu'ils pourront répondre à cette demande? Ah ben oui, bien sûr, parce que c'est quand même des PME qui sont là depuis longtemps, qui travaillent avec l'État, qui ont cette dette, cette créance sur l'État qui n'est pas payée, et non seulement payer leurs factures, mais leur donner de nouveaux marchés permettrait de relancer et de créer des emplois pour que les jeunes, justement, ne soient pas attirés par les stupéfiants dont vous avez parlé en début de journal. Il faudrait relancer aussi le dialogue public-privé. Ça a commencé depuis que le nouveau bureau du CNPM s'est installé. Nous avons fait beaucoup de rencontres. Il faudrait relancer le comité mixte macroéconomique
au niveau du Premier ministre qui existait et relancer la rentrée annuelle qu'on tenait avant chaque année avec le président de la République. Ça permettrait vraiment de parler de certains dossiers très stratégiques et trouver des solutions à ces préoccupations-là. Il faudrait baisser la fiscalité sur l'emploi. Nous sommes un pays, chaque année, Madame Traoré, il y a environ 300 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Et nous ne créons que 60 000. Voilà. 300 000, oui. Donc, cela aussi est dû au fait que l'emploi est fortement taxé, notamment le taux ITS est très élevé. Si je veux employer un nouveau collaborateur et qu'on se met d'accord à lui payer, par exemple, 1 million de francs CFA en net, ben, il va me coûter 2 millions de francs CFA. Alors, vous voyez, ça n'encourage pas l'emploi et surtout, ça n'encourage pas l'emploi dans le secteur formel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui emploient des gens, mais qui ne les déclarent pas, ni à l'INPS, ni aux impôts, parce que la taxation est très élevée. Et donc, cela aussi va permettre, si on baisse l'ITS et la taxation sur l'emploi, ça va permettre de donner plus de pouvoir d'achat aux salariés, et ça va relancer notre économie. C'est un grand programme, hein? C'est un grand projet. Quel délai vous fixez et quels moyens vous vous donnez pour atteindre tous ces objectifs, M. Bali? Alors, le CNPM, c'est la fêtière de 39 groupements professionnels et 7 CPR dans les 7 régions. Donc, nous sommes une organisation qui fait du plaidoyer, qui fait de l'information, de la formation, qui fait du syndicalisme, parce qu'on est aussi un syndicat de chefs d'entreprise. Donc, nous, c'est ça qu'on fait, c'est ça notre mission. Mais ceux qui prennent les décisions, ce sont ceux qui sont aux manettes de l'État, ceux qui prennent les décisions politiques, le gouvernement et le CNT. Nous faisons tout pour que ces propositions-là que nous avons déposées sur la table du Premier ministre connaissent un début d'exécution. Je vous ai choisi quelques propositions que nous souhaitons voir appliquées, disons, dans l'année qui vient. Et puis, nous avons aussi une vingtaine de propositions qui est d'ordre structurel. Donc là, nous estimons que si nous pouvons mettre ça en place d'ici la fin de notre mandat, c'est-à-dire en octobre 2027, ben, nous aurons fait un grand pas. Essentiellement, c'est relire la loi sur les PPP. Vous savez, on a besoin d'énergie dans ce pays, Madame Traoré. On a moins de 700 mégas installés dans ce pays. Il y a beaucoup de projets de production d'énergie qui sont bloqués parce que le processus est beaucoup trop long. Et nous avons proposé à l'État de réunir la cellule de coordination des PPP, l'agence de promotion des investissements et l'agence de promotion des exportations dans un grand guichet unique, placé sur le plan institutionnel à un très haut niveau de l'État pour pouvoir accélérer tout cela. Ensuite, nous souhaitons et nous avons suggéré à l'État de créer un fonds d'investissement parce que nous manquons de financement dans ce pays et surtout, nous manquons d'equity, donc de capital. Et beaucoup de pays dans la sous-région ont créé des fonds souverains pour investir. Nous avons aussi proposé de digitaliser l'administration publique. En tant qu'entrepreneur, nous perdons beaucoup de temps dans des formalités administratives, dans la paperasse, et il faut se déplacer. Imaginez-vous que quelqu'un qui veut se formaliser, un entrepreneur qui veut se formaliser, il veut un simple NIF, un numéro d'identification fiscale, il est obligé de se déplacer. Alors qu'aujourd'hui, avec la technologie, il peut obtenir son NIF à partir de son ordinateur, télépayer et obtenir son NIF. Donc nous pensons que la digitalisation, et d'ailleurs, la CNUSED a démontré que chaque fois que la digitalisation augmente de 10% dans l'administration publique, on augmente le PIB de 2,5 points, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, le PIB du Mali, c'est 20 milliards de dollars. Donc, si on augmente de 2,5%, vous voyez un peu, ça fait 500 milliards de francs CFA. Et ensuite, il faut élargir l'assiette fiscale, Madame Traoré. Il y a très peu d'entreprises qui payent les impôts au Mali. Nous avons dans le registre du NIF 90 000 entreprises qui sont enregistrées ou individus qui sont enregistrés qui ont un numéro d'identification fiscale. Parmi ces 90 000, il n'y a que 500, un peu plus de 500, qui sont enregistrés à la direction générale, à la direction des grandes entreprises. Donc, il faut élargir l'assiette fiscale. Il faut, par exemple, taxer le foncier,
qui n'est pas du tout taxé au Mali. Je vois que vous avez demandé beaucoup de choses à l'État. Et qu'est-ce que vous avez demandé à vous-même, à vos collègues, aux gens du secteur? Aux gens du secteur, d'ailleurs, on a tenu notre première assemblée générale ordinaire hier. Nous avons demandé aux entrepreneurs du Mali, de se formaliser pour ceux qui ne le sont pas. Parce que vous parlez d'impôts tout de suite. Oui. 2, de payer les impôts. Vous savez, Madame Traoré, payer un impôt, c'est un contrat social. Oui. Vous payez des impôts, moi je paye des impôts, nous collectons ces impôts, nous donnons à des hommes et des femmes qu'on appelle des gouvernements pour justement investir, faire les routes, faire les écoles et tout ça. Donc, on ne peut pas avoir un État sans impôts. Et d'ailleurs, au Mali, la pression fiscale sur le PIB est de 14%, alors que la norme communautaire de l'UEMOA demande à ce qu'on soit à 20%. Donc, il faudrait que les entrepreneurs payent des impôts. Et il faudrait que nous élargissons l'assiette fiscale pour que justement, qu'il n'y ait pas simplement un petit nombre qui paye, et chaque fois qu'on demande à la Direction générale des impôts d'augmenter les recettes, cette direction va toujours vers les mêmes, et alors qu'il y a une grande majorité qui ne paye pas des impôts. Donc, nous avons demandé à nos entrepreneurs d'avoir un comportement citoyen et de payer des impôts. Tout à fait. Alors, M. Bali, dites-nous, ne pensez-vous pas que ce serait un mémo de plus? On a déjà le livre blanc des industriels, le programme de développement du secteur privé et bien d'autres projets. Alors, ce ne sera pas un de plus? Vous avez raison de poser la question parce qu'au Mali, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de promesses et il n'y a pas suffisamment d'actions. Nous souhaitons, puisque on parle de Mali Koura, nous souhaitons aussi que dans le domaine économique, que les choses changent, Madame Traoré. Nous sommes un pays qui a un potentiel économique fantastique dans tous les domaines. Nous sommes une puissance agricole endormie. Notre sous-sol est très riche. Mais comment se fait-il qu'en 62 ans, on ne parle du Mali qu'en potentiel et non en réalisation? Donc, nous pensons au niveau du patronat malien, au niveau du CNPM, qu'il est vraiment grand temps qu'il y ait une véritable complicité entre le gouvernement du Mali et le secteur privé pour vraiment enfin, 62 ans après, développer ce potentiel. Parce que la réalité est que le problème numéro 1 de notre pays, c'est qu'on ne crée pas assez d'emplois. Et c'est ça qui nous amène toutes ces conséquences-là, l'insécurité, le banditisme dans les villes, l'immigration clandestine, les stupéfiants et tout ça, parce que les jeunes sont désemparés, ils sont désespérés. Or, qui crée les emplois? Ce sont les entrepreneurs, ce n'est pas l'État. Tout à fait. Alors, l'État, je suppose que, vous l'avez dit au début de notre entretien, vous avez rencontré le Premier ministre. Quelle a été la réaction du gouvernement face à ce mémorandum? Le Premier ministre a été très attentif. Lui et ses ministres étaient là. Et il a tenu un discours très pragmatique, je l'en remercie d'ailleurs. Et il a confirmé effectivement que si on veut créer 300, 400 000 emplois par an dans notre pays et faire en sorte aussi que l'État ait un espace budgétaire pour justement remplir ses devoirs régaliens, l'appareil sécuritaire, les écoles, les routes et tout ça, il faudrait qu'on ait un véritable pacte entre le gouvernement et le secteur privé pour que, le gouvernement mette en place toutes les réformes sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord, les mettre en place à court, moyen et long terme, et qu'en contrepartie, il y ait un contrat avec le secteur privé pour que le secteur privé prenne des risques, investisse, crée des emplois et paie des impôts. Je vois. Un bon projet, je vous souhaite bon vent. Alors, le dernier mot, ça sera quoi, M. Bali? Le dernier mot, Mme Traoré, d'abord, je vous remercie de m'avoir reçu sur votre plateau. C'est de dire que nous croyons fermement dans l'avenir de ce pays. Nous pensons que pour que ce pays se développe, pour qu'il y ait beaucoup d'entreprises, beaucoup d'investisseurs qui vont créer ces 300, 400 000 emplois dont on a besoin et payer des impôts pour que l'État ait un espace budgétaire, il nous faut un État visionnaire, il nous faut un État régalien, il nous faut un État stratège, il nous faut un État arbitre, mais pas un État joueur. L'État n'est pas un acteur économique. Et c'est ce genre d'État que nous souhaitons bâtir
avec les autorités de notre pays. Et un État qui paie ses dettes. Un État qui paye ses dettes, un État qui édicte les lois, les respecte en premier. Parce qu'un État ne peut pas demander à un citoyen de respecter des lois si lui-même il ne les respecte pas. Merci beaucoup, Monsieur Moussadegh Bali. Je rappelle que vous êtes le président du CNPM. Merci. Merci, Madame Traoré. La suite de ce journal, visite du ministre de la Promotion de la Femme au parc des Jeux de la Cité des Enfants. Awama Kamara, suivez Madame le ministre. Au revoir, le train roule à destination de la gare de la Cité des Enfants de Bamako. Comme ses enfants, le ministre en charge de la promotion de l'enfant et une forte délégation l'empruntent pour visiter le parc de jeux. Un espace qui favorise non seulement le développement des enfants, mais aussi contribue à leur éducation. Le parc fait partie de l'une des entités de la Cité, qui est le parc d'attractions. C'est le manège pour les enfants de 0-18 ans. Donc pour nous, c'est un élément important pour favoriser l'épanouissement des enfants et pour même participer à leur évolution intellectuelle physique. Plus de jeux et plus d'imagination attendent les enfants qui feront une incursion dans cet univers avant, pendant et après la fête de Tabaski. C'est un programme qui est mis en place par la Cité pour permettre aux enfants d'abord de fêter sainement. Il y a des encadreurs qui sont déployés, il y a la sécurité qui est mobilisée, il y a la protection civile aussi qui est mobilisée, il y a tout le personnel de la Cité et même des personnes de ressources sont déployés pour réserver un des moments les plus inoubliables aux enfants. Cette atmosphère bon enfant reconforte la ministre en charge de la promotion de l'enfant qui, juste de passage, a voulu constater de visu ce joyau de la Cité des Enfants. J'ai été agréablement surprise de voir que la Cité est dotée de telles merveilles. Il y a tellement de jeux pour enfants ici, de jeux de récréation pour enfants. Et les encadreurs sont là. Et en plus des encadreurs, la sécurité est là. Tout est là pour accompagner le bien-être de l'enfant. Et oui, c'est par le jeu que les enfants découvrent et comprennent le monde qui les entoure. Hajj 2023, les pèlerins maliens s'apprêtent à entamer demain lundi la phase du pèlerinage proprement dit. En attendant, groupe plan sur 2 pèlerins d'âge différents, il s'agit du plus âgé, 84 ans, et de la plus jeune, 23 ans, de l'édition 2023. L'un est cultivateur et l'autre étudiante. Portrait croisé de ces 2 pèlerins atypiques avec nos envoyés spéciaux à la Mecque, Soumaïla Berté, Youssouf Samaké et Abdoulaye Diop. Dans l'organisation du pèlerinage au Mali, les agences de voyage détiennent une part importante. Cette année, 336 agences ont obtenu des quotas répartis entre 24 regroupements. À l'heure actuelle, tous les pèlerins maliens, toutes filières confondues, sont arrivés à la Mecque. On est à la Mecque aujourd'hui, après avoir fait l'étape de Médine, et tous nos pèlerins ont passé à Médine. Ils ont passé un bon séjour, ils ont visité tous les endroits qu'on devrait visiter, ils ont visité les Raouda et tous les endroits importants à Médine. Alhamdulillah, tout était bien passé. Aujourd'hui, on est tous à la Mecque. Sur l'ensemble des 2 filières, les voyages et les prises en charge se déroulent à la satisfaction de toutes les parties. Les cas de maladies signalés ont été pris en charge. Seul bémol, on note 4 cas de décès. Alhamdulillah, je crois que les vols de la filière privée ont commencé le 4 juin et depuis jusque-là, vraiment, nous n'avons pas enregistré de difficultés majeures, tout se passe normalement. Les difficultés qu'on a rencontrées sont inhérentes à l'organisation du Hajj. Donc sinon, vraiment, pratiquement les 90% des pèlerins de la filière privée ont déjà fait le séjour à Médine. Et ils sont à la Mecque. Depuis l'arrivée à Médine, vraiment, tous les pèlerins se sentent mieux. Quand même, on a eu quelques cas de maladies et qui ont été bien gérés. Et les va-et-vient de la mosquée, vraiment, et les visites des sites touristiques, notamment les ziyaras, ont vraiment émerveillé les pèlerins. Et ils étaient vraiment tous contents. Leur état d'âme est satisfaisant. Depuis à Bamako, alhamdulillah, les préparations au niveau de Qur'an, c'est tout normal. Arrivé à la Médine, on n'a aucune difficulté vraiment.
jusqu'à présent. On souhaite un bon sens pour tout le monde. Le cap de la Oumra passé, l'ensemble des pèlerins maliens quittent la Mecque ce dimanche dans la soirée pour Mina où ils doivent entamer à compter de lundi la phase du grand pèlerinage. Et vous l'aurez compris, c'était plutôt là le reportage sur le travail des agences privées à la Mecque. Ici au Mali, à 72 heures de la fête de Tabaski, notre équipe de reportage dirigée par Jules Sambo Sissoko a sillonné quelques parcs à moutons ce dimanche. Constat, les prix des béliers aussi, entre 75 000 et 300 000 francs CFA. Quant à l'affluence, elle varie d'un site à un autre et les vendeurs cherchent incontestablement preneurs. C'est le grand format de la rédaction. Suivons ensemble. À quelques encablures de la fête de Tabaski, le mouton est et reste la vedette et la priorité des dépenses familiales. Et le bélier vaut son pesant de vedette sur les marchés à bétail de Bamako. Bienvenue au parc à bétail Grabal de Sabalibougou en commune 5, où des milliers de moutons attendent preneurs. Cette année est plus chère que l'année passée. On a eu des difficultés de l'autre côté, du nord. Par exemple, à Meneka, à Gossi, à Gao, puisqu'il y a même des Algériens qui viennent payer des moutons à Meneka, à Gao. Et le prix, ça commande de 75 jusqu'à 300, 350, voire même 400. Je suis venu acheter un mouton. Les prix ne sont pas abordables. Il part de 150, de 175. Je suis venu avec 120 000. Mais avec les 120 000, vraiment, les moutons qui sont ici, 120 000, c'est des tout petits. Les clients affluent ici, les yeux sur des béliers en embonpoint. D'un parc à un autre, celui dédié à la vente promotionnelle de moutons, au terrain municipal de la commune 5. L'ambiance était morose à notre passage. Le deuxième soir, c'est à 125 000. Le troisième soir, ça, c'est à 123 000. Les clients viennent, mais c'est rare d'acheter le mouton parce que c'est cher. Et puis la pauvreté frappe les gens. Cap sur le marché Grabal de Lafiabougou, au terrain Chaba en commune 4. Ici, l'engouement pour le mouton de fête est perceptible dans une ambiance bon enfant. Dieu merci, je suis venu au terrain Chaba, mais je n'ai pas eu mon choix parce que c'est un peu cher. J'ai mis un prix de 145 000, mais malheureusement, je n'ai pas eu. Nos moutons proviennent de Djouro et vraiment, le marché, ça va un peu. Les prix commencent de 75 000 à 300 jusqu'à 500 et quelques. Comparativement à l'année passée, c'est dur. L'aliment bétail est cher, c'est pourquoi le mouton est cher cette année. À travers cette ronde, sur certains parcs à bétail du district de Bamako, on peut dire sans risque de se tromper que le marché est approvisionné en moutons. Le marchandage bat son plein entre les clients de dernière minute et les vendeurs. Et un mot de ces petits métiers qui s'activent à l'approche de la fête de Tabaski. Vous avez les lumeurs, les vendeurs de couteaux et celui d'aliments bétail. Des activités génératrices de revenus pour ces derniers, nous disent Bokari Koulibaly et Siriki Koulibaly qui sont allés à leur rencontre. Reportage. À quelques jours de la fête de Tabaski, la capitale malienne se métamorphose. Les artères et les parcs à bétail sont pris d'assaut entre autres par des vendeurs à la sauvette. Ils se font appeler limers, vendeurs de couteaux, mais aussi transporteurs de bétail. Une période au cours de laquelle chacun cherche à tirer son épingle du jeu. À la veille de la fête de Tabaski, nous vendons et limons des couteaux. C'est une activité qui nous permet de générer des revenus et subvenir à nos besoins. J'ai commencé à vendre les couteaux seulement hier. Entre hier et aujourd'hui, j'ai pu faire une recette globale de 40 000 francs. Issa Bamba est élève. Il lave des moutons dans les parcs à bétail situés à Kinzambougou. Une activité qui, selon lui, permet de satisfaire ses besoins. Le prix du lavage des moutons varie entre 100 francs et 150 francs CFA. Par jour, nous pouvons laver 20 à 30 têtes. Grâce à cette activité, j'arrive à acheter des habits, des chaussures,
et autres biens matériels. Tout comme Issa Bamba, Ibrahim Bodj est aussi élève. Il vend des cordes aux côtés des marchands de moutons en cette veille de l'Aïd el-Kébir. Nous achetons le paquet de cordes à 2000 francs pour ensuite le revendre à 500 francs l'unité. Sur le paquet, on peut gagner 8000 francs. Les vendeurs d'aliments bétail se frottent eux aussi bien les mains avec des recettes journalières satisfaisantes. Notre recette journalière varie entre 10 000 francs CFA et 15 000 francs CFA. Grâce à cette activité, je me suis construit une famille et j'y vis bien. Je peux vendre un sac par jour. Le prix se lève de 10 000 francs CFA à 15 000 francs CFA. Grâce à ce commerce, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille. La fête de Tabaski, outre son aspect religieux et festif, constitue également une véritable aubaine pour bon nombre de nos concitoyens. Elle permet de développer des activités liées à la vente de bétail très florissantes pendant cette période. Et la période est conviviale. Merci Boukari Koulibaly. L'ONG Karama Solidarité, financée par la Belgique au Mali, vient de poser sa toute première action de solidarité. Il s'agit d'un appui humanitaire. Celui d'offrir près de 200 bœufs aux nécessiteux des 6 communes du district de Bamako, soit plus de 21 000 personnes pour la fête de Tabaski. Fousseïne Toukara. Qui vient de poser ses valises au Mali. Financée par la Belgique, l'organisation pour sa première action dans notre pays va immoler à l'occasion de cette fête de Tabaski près de 200 bœufs. Le geste soulagera plus de 21 000 personnes nécessiteuses. La remise symbolique des tickets aux bénéficiaires des 6 communes du district de Bamako a été l'objet d'une cérémonie. Donc, ces viandes permettront à faire une inclusion sociale les jours de la fête pour qu'il n'y ait pas des enfants, des veuves, des personnes démunies qui vont mendier la viande le jour même de la fête. Karama Solidarité, en tant qu'ONG de solidarité internationale, souhaite accompagner les populations les plus vulnérables au niveau du Mali. Avec cette action humanitaire dont la seule motivation est de maintenir l'équilibre entre les humains, fait bon ménage avec les idéaux des plus hautes autorités. Votre action d'aujourd'hui s'inscrit dans la vision du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui, après sa prestation de serment en 2021, a consacré les 2/3 de son fonds de souveraineté à la réalisation d'œuvres sociales. Pour le choix des bénéficiaires, la sélection est faite préalablement par les services du développement social et les centres d'écoute communautaire. Après, une vérification est faite par l'ONG en question afin de trouver les plus nécessiteux. Deuxième édition de l'opération Tabaski dans la région de Tombouctou. Elle est organisée par la plateforme multi-acteurs de la région à travers Feed the Future Mali Sougouiriwa, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly, reportage. Cette vente promotionnelle de bétail dénommée Opération Tabaski est une occasion inouïe pour les populations de la région de Tombouctou pour s'approvisionner en petits ruminants à l'orée de la Tabaski. Cette opération deuxième du genre est initiée par les acteurs de la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou et ses partenaires de Feed the Future Mali Sougouiriwa ainsi que les services techniques de l'État. Dans cette volonté de renouer avec l'événementiel des ventes promotionnelles, l'opération Tabaski demeure une activité d'une importance vitale pour les populations, surtout celles urbaines, au regard des difficultés occasionnées par les crises multiformes. L'activité Opération Tabaski vise à atteindre les résultats intermédiaires suivants. L'amélioration de la fourniture de produits agro-pastoraux de qualité, l'augmentation et la disponibilité des revenus sans réduire la capacité des ménages à produire, la disponibilité et la vente accrue de produits alimentaires riches en nutriments. Durant 5 jours, les acteurs de la filiale bétail mettront à la disposition des populations des animaux venus des différents horizons afin que chacun puisse avoir son mouton de fête à moindre effort. Pour cette année, en 2023, les animaux nous sont parvenus de plusieurs communes. Les communes environnantes de la région de Tombouctou. Les bourses varient de 35 000 à 200 000 francs. Cette foire aux petits ruminants ou opération Tabaski est une alternative contre les pratiques frauduleuses d'intermédiation rendant souvent les animaux
le prix des animaux beaucoup plus cher pour les gros clients et les ménages à faible revenu. La visite des enclos a mis fin à la cérémonie de lancement de l'opération. Dans le village de Banankorani, cercle de Ségou, l'association Amis des malades démunis du Mali et des spécialistes en santé organise des consultations gratuites couplées aux dons de médicaments. Retrouvons Fousseini Samaki. Ils sont des spécialistes dans plusieurs domaines de la santé à venir offrir des soins aux populations de Banankorani dans la commune rurale de Sébougou. Ces consultations couplées aux dons de médicaments et chirurgies sont gratuites. Dans les hôpitaux, il y a des malades qui souffrent. Donc aujourd'hui, l'association Amis des malades démunis se déplace jusqu'à dans les villages, les hameaux, pour donner la santé au peuple. Parce que nous sommes de ceux qui pensent que la santé est un droit de l'homme. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations de Banankoroni et d'ailleurs. Mon enfant a été opéré de l'hernie. Ils ont tout pris en charge. Si je devais payer les frais, ça ne serait pas possible. Certains patients sont venus de très loin. Je ne peux que les remercier. Que de grands professeurs spécialistes en santé viennent consulter nos populations et faire des dons de médicaments et des actes chirurgicaux gratuitement est vraiment salutaire. Nous pouvons que remercier l'association Amis des malades démunis du Mali et leurs partenaires. Ces consultations sont initiées par l'association Amis des malades démunis du Mali en partenariat avec l'association des ressortissants de Banankoroni. Le projet Suède, en partenariat avec AFAR, installe plus de 8000 filles et femmes dans des activités génératrices de revenus et dans des métiers non traditionnels des régions de Dioïla, Koulikoro et Nara. Ousmane Koïta, compte rendu. Elles sont au total 94 filles sélectionnées non scolarisées et déscolarisées des zones d'intervention du projet Suède à bénéficier de la présente remise de kits productifs et du fonds de roulement pour un montant global de 32 millions de francs CFA. Cet appui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet Opportunités économiques financé conformément aux initiatives innovantes visant l'autonomisation économique des jeunes filles et des femmes du projet Suède. Ce sous-projet vise à contribuer au renforcement et à l'amélioration du statut économique des filles et des femmes et leur accès aux services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle dans les régions de Koulikoro, Dioïla et Nara. Ce sont des filles en situation, disons, vulnérable et qui ont été identifiées. Il s'agit de les accompagner aujourd'hui. Une fois cette installation, cette remise faite, nous avons des agents sur le terrain qui vont les suivre au quotidien pour les aider à s'installer définitivement pour qu'elles soient perçues comme des exemples, en réalité des exemples à suivre et non des exemples à éviter. Pour un coût global de plus d'1 milliard 154 millions 210 000 francs CFA, la mise en œuvre de ce projet concrétise la volonté du gouvernement malien pour l'autonomisation des filles et femmes en milieu rural. Nous saluons le projet Suède et ses partenaires pour ce geste. À l'endroit de nous les femmes, l'acquisition de ces matériels vient soulager notre souffrance. Merci Suède. Ce projet Suède est un programme de l'État malien. Avec ses partenaires, notamment la Banque mondiale. J'ai toujours dit aux jeunes filles, les programmes qu'ils exécutent sur le terrain sont souvent des politiques publiques de l'État. C'est-à-dire qu'ils aident, ils appuient l'État dans l'exécution de sa propre politique publique. Rappelons que le projet Suède est une initiative conjointe du groupe de la Banque mondiale et des gouvernements de 9 pays d'Afrique, dont le Mali. Sur un tout autre plan, des cadres de la Direction générale des routes et d'autres acteurs intervenant dans le projet d'aménagement en 2x2 voies de la traversée de la ville de Sikasso en session de formation. Saloum Konaté nous en parle. Permettre au cadre de la Direction générale des routes d'assumer pleinement la mission qui leur est assignée et de veiller à la mise en cohérence des projets et programmes d'infrastructures routières. Tels sont les objectifs de cette rencontre d'information organisée par le ministère des Transports et des Infrastructures. Au regard des réalités tantôt évoquées, le gouvernement du Mali, en rapport avec la BOAD, a initié cette série de formations au profit des cadres de la Direction générale des routes en vue de leur permettre d'assumer la mission qui leur est assignée, de veiller à la mise en cohérence des projets et programmes d'infrastructures routières
à travers notamment la maîtrise d'ouvrage et le contrôle de qualité des études et des travaux. Cette activité s'étale sur 4 jours. Elle ouvre les débats, notamment autour des questions relatives à la maîtrise d'ouvrage et le contrôle de qualité des études et des travaux. La présente session de formation permettra, à travers plusieurs modules, d'engager des échanges interactifs entre les différents acteurs ici présents en vue d'atteindre les objectifs ci-après. Connaître le cycle d'un projet, suivre et évaluer les impacts d'un projet, être capable de garantir la mise en œuvre effective des mesures d'atténuation prévues par les études d'impact environnemental, contrôler l'efficacité des dispositions mises en œuvre dans le cadre des programmes de gestion environnementale et sociale, tant au cours de la phase de construction que pendant la phase d'exploitation du projet ou de l'ouvrage. Le département en charge des transports et des infrastructures accorde une importance capitale à la formation continue des agents publics et privés des projets routiers, cela pour des meilleurs rendements de ces derniers dans l'exécution des travaux routiers au Mali. 18e Assemblée générale de l'Union des caisses associatives d'épargne des entrepreneurs et commerçants du Mali, KAIC Djigiseme, Mamadou Fane, reportage. Les réseaux de l'Union des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants du Mali, KAIC Djigiseme, se portent bien. C'est ce qui ressort de la 18e Assemblée générale de l'Union au titre de l'année 2022. La fêtière du réseau a fait un résultat de 36 millions excédentaires. Beaucoup de nos caisses de base ont eu des difficultés de remboursement des crédits. Donc, ce qui a fait que certaines caisses sont déficitaires, certaines agences également sont excédentaires. Avec plus de 33 000 adhérents et disposant de plus de 4 milliards de fonds propres, le réseau KAIC Djigiseme entend diversifier ses offres en élargissant son réseau. Le défi de 2023, c'est d'abord la digitalisation. Et le réseau est également en train de se lancer vers la finance islamique. Donc nous avons déjà fait les consultations. Donc il s'agira pour nous d'obtenir l'autorisation auprès des autorités pour l'exercice de la finance islamique. Nous comptons même ouvrir une nouvelle agence courant en 2023 à Nioro du Sahel. Néanmoins, nous comptons toujours poursuivre le processus d'extension et de consolidation de notre réseau par la poursuite du déploiement, accompagner la mise en œuvre du processus de capitalisation des caisses en difficulté, la diversification de nos produits et l'amélioration de la qualité du portefeuille de crédit des caisses de base, l'objectif final étant la rentabilisation de tous les points de service KAIC. L'année 2023 sera marquée par le renforcement du recouvrement des créances en difficulté, la relance de l'offre de produits rentables en vue de l'augmentation de la part de marché. Il sera aussi question du renforcement des capacités du personnel, la redynamisation de l'outil de production et la maîtrise des charges. Partons à Bougouni, où le gouverneur de la région offre un forage d'une capacité de 10 mètres cubes d'eau à la population de Djedjeni de Bougouni. La correspondance de Abdulkarim Konati et de Djibril Bagayogo. Chose promise, chose due. Lors de son passage à Djedjeni dans la commune rurale de Kolosso, cercle de Kolondiaba, le 13 octobre 2022, dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le gouverneur de la région de Bougouni a promis d'offrir gracieusement un fourrage à la population de Djedjeni au nom de la doyenne d'âge de sa région. Cette donation s'inscrit dans le cadre de l'aide sociale du gouverneur à la population de Djedjeni au nom de Mandengoura Konaté, âgé de 128 ans. Quand nous sommes venus voir la vieille, un patrimoine national, 127 ans aujourd'hui, 128 ans, on s'est dit qu'est-ce que nous pouvons apporter à la vieille et à ce village. Par enquête, ces petits-enfants qui ont dépassé certains pratiquement 90 ans nous ont dit que le seul souci et le vœu de la vieille, c'était un problème d'eau. L'état de la route est
très très difficile. Déjà, la saison des pluies est totalement rentrée ici. La cuve de grande capacité n'a pas pu faire le déplacement, mais nous avons tenu à ce que d'ici là, amener une cuve, au moins que la population arrive à utiliser cette eau potable. Partout où la délégation est passée, elle a été accueillie par la population, toute chose qui dénote l'engouement autour de cette œuvre sociale. Réalisée par Z Gold Mining, les bénéficiaires se réjouissent de la tenue de cette promesse faite par le chef de l'exécutif régional, car elle est une première dans l'histoire de Djedjeni. Je suis très ravi que le gouverneur nous offre gracieusement ce forage. Nous allons faire sa clôture pour mieux la sécuriser. Ils sont venus m'offrir ces forages. Je suis très contente aujourd'hui. Que Dieu les bénisse. Des prestations d'artistes du terroir ont mis fin à cette cérémonie de remise. À Sikasso, on lance le Finagri, le salon du financement de l'agriculture. Mustapha Doumbia, Amadou Dolo nous en disent plus. Le Finagri, salon du financement de l'agriculture, est un rendez-vous des acteurs du monde agricole organisé par le réseau AgriVision Sahel. Cette 9e édition a pour thème l'adaptation des échéances du crédit bancaire au calendrier agricole. Quel mécanisme adopté par les banques et les institutions de microfinance pour faciliter le financement des producteurs agricoles? Ce thème est d'actualité au regard du grand défi d'accès au marché des produits et productions agricoles et surtout l'accès au financement du monde rural agricole. Et c'est pour répondre aux défis des objectifs du développement durable, surtout l'objectif numéro 2 qui dit ceci, mettre fin à l'horizon 2030. Le Finagri bénéficie de l'accompagnement de plusieurs partenaires, parmi lesquels la BNDA et le Conseil régional. Pour la question de financement, le Conseil régional travaille avec certaines institutions financières pour la concrétisation des projets productifs créateurs de richesses et d'emplois dans différentes filières agricoles. Cependant, compte tenu des multiples attentes de financement du monde rural, quelques préoccupations freinent l'élan entrepreneurial demeurant. Entre autres, le taux d'intérêt et la garantie des prêts. Nous sommes à la 9e édition du Finagri et c'est la 9e fois que la BNDA est sponsor officiel. Et cela va crescendo. Tout cela dénote l'importance que la BNDA accorde au financement du monde agricole. Le cadre de 3 jours sera marqué par des rencontres entre entreprises agricoles et fournisseurs de services financiers, des conférences et des expositions. Je salue vivement la présence massive et la détermination des institutions de financement, banques et institutions de microfinance qui œuvrent chaque jour pour faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique durable du Mali. À la cérémonie d'ouverture du Finagri, le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso, Abdrahman Sidibé, a salué l'initiative du salon qui se tient à un moment de crise mondiale. Qui est Souri Bamba? Beaucoup le connaissent à travers ses œuvres musicales et d'autres à travers la salle de spectacle qui porte son nom à Mopti et qui va abriter les différents numéros de compétition de la Biennale artistique et culturelle du 6 au 16 juillet prochain. La chronique culture et société se penche sur l'artiste mais surtout met l'accent sur la salle Souri Bamba qui constitue aujourd'hui pour la région un lieu emblématique de rencontre de la jeunesse mopticienne et lieu de grand rendez-vous comme la Biennale artistique et culturelle Alpha Maïga. Souri Bamba, talibé comme beaucoup d'enfants de la Vénus malienne Moti. Il a obtenu sous la colonisation durant les années 1940 une flûte à 6 trous d'un ami blanc et son destin fut tout tracé. À l'aube de ses 20 ans, nous étions en 1957, il crée son premier groupe vite populaire chez les jeunes. Sa formation s'appelle Kanaga de Mopti,
du nom des masques de cérémonie qui évoquent le peuple Dogon, le dieu créateur Amma. Après l'indépendance, le groupe assoit sa notoriété au Mali pour forger une identité nationale. Pendant des années, chef d'orchestre du Kanaga, écume aussi les plaines inondées du fleuve Niger, la célèbre falaise de Bandiagara au cœur du pays Dogon, les campements Peul. Fait unique, Sori Bamba obtient l'aval des sages pour jouer la musique des cérémonies Dogon. Le musicien et chef d'orchestre mêle à cette tradition ancestrale d'autres orchestrations. Toute sa génération, c'est d'abord une musique importée, mais qu'ils ont pu transférer dans notre patrimoine musical, en réalité. Et les gammes sont généralement le mélange de la musique américaine, européenne et de la musique malienne. Sori Bamba, véritable précurseur, est à l'origine du talent de beaucoup de grands artistes maliens. C'est le grand fauve de Mopti dans le domaine musical. Il a laissé après lui des enfants qu'il a formés. Il a préparé l'avenir. Bon sang ne saurait mentir et je suis sûr que dans l'au-delà, Sori doit être fier de ce Issa-là, vraiment. Oui, plusieurs artistes de Mopti. Mopti qui doit abriter la Biennale artistique et culturelle en juillet prochain. Mopti où la salle de spectacle Sori Bamba, 10 jours durant, va vibrer au bruit et aux couleurs de la Biennale. Espace de rencontre et d'échange intercommunautaire. Salle de spectacle Sori Bamba. Comme pour dire, les morts ne sont pas morts. Sori Bamba est parmi nous. Et nous, on est bien présents ici. Kodi Sibi, bonsoir. Bonsoir Niana Liou, bonsoir à tous. Alors, nous allons parler de sport. La CAN des moins de 23 ans a donné son coup d'envoi hier. Les Aigles entrent en lice ce soir contre le Gabon. Je crois que c'est à partir de 21h. C'est déjà fait. Ils sont même à la mi-temps. Les Aigles du Mali, bonne nouvelle, mènent par le score de 2-1. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on adore ça. Qui avaient été menés, mais qui sont revenus au score. Oui. Et donc ajouté un deuxième but. Les buteurs maliens sont donc Mamadou Sangaré et Cheikh Nadoumbia. Et pour le Mali joue d'ailleurs à 11 contre 10 puisque le gardien gabonais vient d'être expulsé pour une faute sur l'attaquant malien. Alors on rappelle tout simplement que le Mali doit donc entrer en lice, belle entrée en lice. En tout cas, c'est ce qu'ils se doivent pour aborder les deux prochaines rencontres dans une certaine sérénité, c'est-à-dire respectivement face à l'Égypte et le Niger. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que c'est bien parti pour les protégés de Alou Badra Diallo, dit Conti. Alors, on rappelle, Niania Liou, que les 3 meilleures équipes de la compétition seront directement qualifiées pour le tournoi de football des Jeux Olympiques Paris 2024. Alors, la 4e équipe devra disputer un match de barrage contre un pays asiatique pour valider son ticket pour ce tournoi de football des Jeux Olympiques. En ouverture hier, le Gabon a battu la Guinée par 2-1. On continue avec le championnat de 2e division. On connaît le représentant de Bamako au prochain tournoi de montée en première division, Kodi. C'est AS Guerrier qui va donc défendre les couleurs de Bamako au prochain tournoi de montée en première division. Et malgré la défaite 1-0 cet après-midi devant le centre sportif de Bamako, les Guerriers dévancent leurs adversaires du jour
à la différence de but. 6 points plus 4 contre 6 points plus 3 pour le centre sportif. Voici donc le résumé de ces matchs de cet après-midi avec Salif Diakité. L'AS Guerrier s'offre le trophée de la Ligue 2 du district de Bamako et le ticket du tournoi de montée en Ligue 1. En finale du championnat régional de la Ligue de Bamako, les jeunes guerriers ont perdu 1-0 contre le centre sportif de Bamako CSB. Une défaite sans conséquence puisque les guerriers du Mandé terminent la phase Caridas du championnat en tête avec 6 points plus 4 devant le centre sportif de Bamako et le FC Diara. Sentiment de fierté. La victoire de Diara nous a arrangé aujourd'hui. Vraiment, je suis très très content, mais ce n'était pas facile. L'objectif final, c'est la montée. Pour le tournoi de montée en Ligue 1, les guerriers bénéficieront de l'accompagnement des responsables du district 4 de football et ceux de la Ligue de Bamako. Au nom du bureau, l'ensemble des membres du bureau et de la communauté du football, on remercie l'AS Guerrier du Mandé. Aujourd'hui, on ne pouvait pas imaginer la joie car la communication c'est toujours comme ça. Nous allons tout mettre en œuvre pour que les champions guerriers soient dans les meilleures conditions afin d'avoir son ticket pour monter en première division. Donc au nom de l'ensemble des membres de la Ligue de Bamako, nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir ces champions sous la main et qui va dans quelques jours défendre nos couleurs à Gao. Le tournoi de montée se joue le mois prochain à Gao et à Kai. L'AS Guerrier, représentant de la Ligue de football du district de Bamako, croisera le fer avec les champions de Gao, de Mopti et de Tombouctou pour tenter d'accéder à l'élite. Voilà, on précise que le tournoi de montée en première division, c'est exactement à partir du 1er juillet. Ce sera à Kai et à Gao. À Kai et à Gao. On termine Kodji avec les nouvelles du championnat national de basket de première division également. Oui, il y avait une rencontre au sommet. Quand on parle de Djoliba Stade dans n'importe quelle discipline, c'est bien le sommet. Alors, les dames du Stade Malien de Bamako ne sont pas allées avec le dos de la cuillère. Large victoire devant leur adversaire. C'était une revanche. Score très lourd en tout cas de 94 à 58. Je vous propose qu'on suive les réactions des deux entraîneurs, notamment Sori Diakité du Stade Malien de Bamako et Moussa Daou du Djoliba Athletic Club. Ils sont au micro de Salif Bouedraogo. On a très bien préparé ce match-là. Comme vous savez, le premier tour, le Djoliba nous a gagné. Et ça, c'était notre deuxième match contre le Djoliba, donc il fallait gagner coûte que coûte. On a très bien préparé ce match et puis on a bien commencé ce match. C'est pour cela qu'on a gagné des 40 et quelques points. Parce que l'objectif de ça cette année, c'est d'être champion. Donc pour être champion, il faut être concentré du début jusqu'à la fin. Oh, on était face à une grande équipe, on peut dire que c'est l'équipe favorite du championnat. Malheureusement, défensivement, ça n'allait pas. Et puis au début, l'attaque aussi, on attaquait en dents de scie, les joueurs n'arrivaient pas à jouer les systèmes de jeu. Mais à un moment, on a pu stabiliser et puis jouer nos systèmes de jeu. À un moment, on n'est pas revenu à bloquer les stades, mais défensivement, c'est ce qui nous a fait défaut. On va se préparer en conséquence, ce qui est sûr. L'objectif, c'est de gagner le troisième match. Voilà, et on va juste rappeler en tout cas d'autres résultats. Un homme, surtout le Stade Malien de Bamako, qui a battu encore le Djoliba par 87 à 66. Et un homme, Athar Club de Kidal, a battu l'AS Mandé 64-60. Voilà, entre autres résultats au compte de cette 9e journée. Et pour boucler la boucle, on va juste rappeler que le Mali joue en U23, les moins de 23 ans, à la Coupe d'Afrique qui se passe au Maroc. Et que le Mali mène à la mi-temps 2-1 face au Gabon. Et que le Gabon joue désormais à 10 contre 11 aigles maliens. On va dire bonne chance encore. Bonne chance. À nos aiglons, c'est bien cela. Oui. Merci beaucoup, Kodji Sibi, pour toutes ces informations. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. La météo, c'est juste après moi avec Sewo Tamboura. Vous avez également rendez-vous avec toute l'équipe du magazine Au cœur de l'économie qui s'est intéressée à l'industrie du livre, un trésor inexploité au Mali. Une présentation de moi-même, Nyanya Loutraoré, de Sidiki Dambélé avec nos différents invités. Demain, 13h, Abdul Karim Kaba, Fousseini Tunkara se fera un plaisir de vous présenter la grande édition de 20h. Merci à tous et bonne suite des programmes sur ORTM1. Bonsoir.